Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la littérature d'aventure, un classique absolu, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Au programme, des duels, des complots et une amitié à toute épreuve. Préparez-vous, on plonge en plein XVIIe siècle. Mais c'est donc le diable en personne que ce gaillard-là. Voilà comment est accueilli notre héros, d'Artagnan. Il vient à peine d'arriver et on le traite déjà de diable. Ça vous donne une petite idée du personnage et du ton du roman, hein. L'histoire démarre sur les chapeaux de roue, avec un héros qui clairement n'a pas froid aux yeux. Alors, qui est-il, ce fameux d'Artagnan? Eh bien, c'est un jeune homme de Gascogne, fier, ambitieux et complètement fauché. Il débarque à Paris avec de grands rêves de gloire et un seul atout en poche, une lettre de recommandation pour un certain monsieur de Tréville, qui n'est autre que le capitaine des mousquetaires. Sauf que le tempérament de feu de d'Artagnan va lui jouer des tours. En une seule journée, à cause d'une série de malentendus et de provocations, il réussit l'exploit de provoquer en duel, non pas un, mais 3 des mousquetaires les plus respectés du roi. Ce qui aurait dû se terminer en massacre va, contre toute attente, forger une amitié légendaire. Et les voici, ces fameux mousquetaires. D'abord, on a Athos, le plus âgé, le plus noble, une sorte de figure paternelle pour le groupe, mais qui cache un lourd secret. Ensuite, Porthos, une force de la nature, un bon vivant, un peu vantard, qui adore qu'on le remarque. Et enfin, Aramis, l'élégant, le poète, qui hésite sans cesse entre devenir prêtre et rester mousquetaire. 3 personnalités complètement différentes qui, avec l'impulsif d'Artagnan, vont former un quatuor redoutable. Mais attention, nos 4 amis ne sont pas juste là pour se battre à l'épée. Leur histoire se déroule en plein cœur d'une lutte de pouvoir acharnée pour le contrôle du royaume de France. C'est un véritable jeu d'échecs politique. On a 2 camps en gros. D'un côté, le pouvoir officiel, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, qui sont protégés par leurs fidèles mousquetaires. Et de l'autre, le vrai patron de la France à l'époque, l'impitoyable cardinal Richelieu. Et lui, il a son propre réseau d'espions, avec des agents comme le comte de Rochefort et surtout, sa meilleure espionne, la terrible Milady de Winter. C'est ici que l'intrigue principale du roman commence vraiment. Une mission secrète où se mêlent l'honneur d'une reine et la menace d'une guerre entre 2 pays. Tout part de ça, 12 ferrets en diamant. C'est un cadeau offert par la reine de France à son amant secret, le duc de Buckingham, qui est anglais. Autant dire que c'est une véritable bombe à retardement. Si cette liaison est révélée, c'est le scandale absolu, et surtout un prétexte parfait pour déclencher une guerre entre la France et l'Angleterre. Et bien sûr, le cardinal apprend l'existence de ces ferrets. Alors il met en place un piège, mais un piège diabolique. Il convainc le roi d'organiser un grand bal et lui souffle l'idée, l'air de rien, de demander à la reine de porter les fameux ferrets. Il sait très bien qu'elle ne les a plus. C'est un coup de génie, absolument cruel. La reine est coincée. C'est donc d'Artagnan qui se charge de cette mission impossible, aller à Londres pour récupérer les bijoux. Et le voyage est un enfer. Les agents du cardinal les attendent à chaque étape. Pour permettre à d'Artagnan de passer, Athos, Porthos et Aramis se sacrifient les uns après les autres en retenant les ennemis. Finalement, d'Artagnan arrive en Angleterre, mais il est tout seul. 12. C'est le chiffre clé. Il doit absolument rapporter les 12 ferrets, pas un de moins. L'honneur de la reine et peut-être la paix en dépendent. Mais évidemment, le cardinal avait anticipé. Il a envoyé son agent le plus redoutable en Angleterre, une femme aussi belle que dangereuse, qui a toujours un coup d'avance. Cette femme, c'est Milady de Winter, et elle a déjà fait son travail. Elle a séduit le duc de Buckingham et lui a volé 2 des 12 ferrets. Le plan du cardinal est parfait. Même si d'Artagnan arrive à Londres, il sera impossible de rapporter le compte exact de bijoux. La partie semble perdue. Sauf que le duc de Buckingham n'est pas n'importe qui. Il bloque les ports, fait travailler ses joailliers jour et nuit et réussit à fabriquer 2 répliques parfaites en un temps record. D'Artagnan repart à toute vitesse pour Paris, il arrive à la dernière seconde juste avant le bal. La reine apparaît avec ses 12 ferrets, son honneur est sauf et le cardinal subit une humiliation publique. Victoire totale. Mais une victoire pareille, ça a un prix. En sauvant la reine, les mousquetaires viennent de se faire une ennemie mortelle. Une ennemie qui n'oublie pas et qui ne pardonne pas. Mais au fond, qui est vraiment cette Milady? Derrière cette femme fatale se cache une criminelle au passé extrêmement sombre. Un passé qui va bientôt remonter à la surface. Regardez cet échange avec le cardinal. Ça montre bien à quel point il lui fait confiance. Sa nouvelle mission? Aller en Angleterre et assassiner le duc de Buckingham. Là, on ne joue plus.
On est passé du scandale politique à l'assassinat d'État. Heureusement, nos héros ont de bonnes oreilles. Ils surprennent la conversation et réussissent à prévenir le beau-frère de Milady en Angleterre. Résultat, à peine arrivée, elle est arrêtée et mise en prison. Pour une fois, on a l'impression qu'ils ont gagné la partie. Mais Milady, ce n'est pas le genre de personne qu'on enferme facilement, c'est un serpent. Elle séduit son gardien, s'échappe et retourne en France avec une seule idée en tête, la vengeance. Et sa vengeance va être terrible. Elle retrouve la femme que d'Artagnan aime, la pauvre Constance Bonacieux, et l'empoisonne. Là, la guerre n'est plus politique, elle est devenue personnelle. La dernière partie du livre change complètement de ton. Ce n'est plus une aventure pleine de panache, c'est une traque sombre et impitoyable, non pas pour l'honneur, mais pour la justice. Ou du moins, leur forme de justice. Et c'est là qu'on a la grande révélation. On découvre que Milady a été mariée, il y a bien longtemps, à un certain comte de la Fère, qui n'est autre qu'Athos. C'est lui qui avait découvert qu'elle était une criminelle marquée au fer rouge. La liste de ses crimes est longue, bigamie, meurtre, complot, empoisonnement. Pour les mousquetaires, c'en est trop. La chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, commence. Les 4 amis, rejoints par d'autres, la poursuivent sans relâche. Ils finissent par la coincer dans une auberge. Et là, en pleine nuit, ils organisent une sorte de procès secret. Ils l'accusent de tous ses crimes, la condamnent à mort et la livrent à un bourreau qui exécute la sentence sur le champ. Après ça, D'Artagnan est convoqué par le cardinal Richelieu. Il s'attend à être arrêté, voire exécuté. Mais le cardinal est un politicien pragmatique. Il a perdu sa meilleure espionne, c'est vrai, mais il reconnaît en D'Artagnan un homme d'action exceptionnel. Alors au lieu de le punir, il lui donne une promotion, lieutenant des mousquetaires. La boucle est bouclée. L'histoire se termine bien pour D'Artagnan, mais il reste une question en suspens. En se faisant eux-mêmes juges et bourreux, nos héros ont-ils vraiment rendu la justice ou ont-ils simplement cédé à la vengeance ? Dans ce monde d'intrigues et de complots, la frontière entre le héros et le justicier est parfois très floue.